Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Néfertiti. Son nom contient tout l'exotisme de l'Égypte antique. Et son buste conservé au musée de Berlin fait d'elle un modèle de beauté classique. Mais finalement, que sait-on de cette reine qui a été la grande épouse royale d'Akhénaton au XIVe siècle avant Jésus-Christ ? Dans le fond, pas grand-chose. Et pourtant, ce couple a révolutionné son époque en créant une nouvelle capitale et en instaurant une sorte de monothéisme dans le royaume du Nil. C'est l'histoire de cette femme associée à la période la plus éclatante de l'Égypte ancienne que je vais vous raconter dans un récit en 2 parties. Néfertiti, la reine déesse. Épisode 1. La belle est arrivée. Nous sommes en 1933 au musée de Berlin. Adolf Hitler se tient devant le buste de Néfertiti, découvert en Égypte 20 ans plus tôt par l'archéologue Ludwig Borchardt. Il est subjugué par cette beauté parfaite aux proportions harmonieuses. Pourtant, la reine d'Égypte n'a rien d'une arienne. Peau bistrée, œils noirs, lèvres rouges et charnues, c'est une anti-teutone. Mais elle est si belle, si altière. Elle est plus qu'une reine, elle est une déesse. Et c'est peut-être ça qui plaît tant au leader du parti nazi, ce passionné d'art à la carrière de peintre contrarié, recyclé en dictateur. Dans ses écrits, il la présente comme un chef-d'œuvre unique, un ornement, un vrai trésor. Pour Hitler, Néfertiti appartient à l'Allemagne. Jamais il ne lui permettra de revoir ses terres africaines. Nous voilà dans le royaume d'Égypte en 1360 avant Jésus-Christ. Comme chaque matin, le disque solaire émerge de l'horizon à l'est du Nil. Ce disque, c'est le dieu Aton, qui fertilise de ses rayons toute la vie sur Terre. Mais pour le moment, Aton est un dieu à part du reste du panthéon égyptien. C'est un dieu solitaire. Mais Amenhotep III, le souverain d'Égypte issu de la 18e dynastie, l'apprécie. En ce jour, Aton bénit de ses rayons le second fils du souverain que sa femme Tiye vient de mettre au monde. Comme ce garçon est le cadet, il n'a pas vocation à régner sur l'Égypte, mais son frère aîné meurt prématurément. C'est donc lui qui deviendra bientôt le pharaon Amenhotep IV à la suite de son père. Vous le connaissez mieux sous le nom de Akhénaton, mais c'est encore trop tôt pour l'appeler comme ça. Continuons à l'appeler Amenhotep pour le moment si vous voulez bien. Au palais, Amenhotep est éduqué dans la zone du harem. Rien à voir avec les harems turcs où les femmes sont cloîtrées. En Égypte, le harem pharaonique est ouvert. Les femmes y étudient, y travaillent et jouent de leur influence ou participent à la diplomatie. Et puis la reine Tiye, la mère du futur Amenhotep IV, n'est pas n'importe qui. Elle est la grande épouse royale et elle seconde littéralement son mari dans ses fonctions. Une tête en bois de la reine conservée au musée de Berlin donne une idée du physique de cette femme. Elle est représentée déjà âgée. Ses joues sont un peu tombantes, comme marquées par une secrète amertume. Sa bouche dessine l'inverse d'un sourire. Elle a l'air revêche. Quand son mari meurt, elle joue certainement un rôle de régente ou de conseillère auprès de son fils qui devient le pharaon Amenhotep IV vers l'âge de 12 ans. D'ailleurs, c'est probablement Tiye qui choisit l'épouse de son fils, celle qui deviendra la future reine. Elle a jeté son dévolu sur sa nièce, la fille de son frère Haï. Haï est un grand dignitaire de la cour et le pouvoir doit rester en famille chez les pharaons. Voilà pourquoi il pratique l'endogamie poussée jusqu'à l'inceste en épousant les cousines, les sœurs et parfois même les filles. Le jeune souverain Amenhotep épouse donc sa cousine. C'est là que la jeune fille prend le nom de Néfertiti, ce nom mythique qui signifie « la belle est arrivée ». Je sais que vous l'attendiez, mais il fallait lui laisser le temps de venir. Malheureusement, on ne sait rien sur ses jeunes années. Le jeune couple royal a environ 14 ans. Les 2 adolescents s'entendent probablement bien. Le pharaon est choisi par les dieux et il a lui-même quelque chose de divin.
Sa grande épouse royale est associée à Hathor, la déesse de l'amour et de la fécondité. Le rôle de Néfertiti est donc de stimuler son mari pour lui permettre d'engendrer sa descendance. Elle lui donne rapidement 3 filles, dont les noms sont des hommages au dieu Aton. Mériaton, Maquetaton et Enrensepa-Aton. D'autres enfants suivront, mais chaque chose en son temps. Le couple pharaonique règne alors sur une Égypte au faîte de sa puissance. Son territoire va de la Nubie, au sud du Nil, jusqu'aux portes de la Turquie et de la Syrie actuelle. Cette zone septentrionale du royaume est au cœur de conflits permanents avec les Hittites, l'autre grand empire de l'époque basé au Proche-Orient actuel. Mais la période n'est pas à la guerre. L'empire du jeune Amenhotep IV est donc prospère. Il tire sa richesse du commerce, des mines de métaux précieux et de l'agriculture. Le monde égyptien est avant tout un monde paysan. Chaque année, la crue du Nil dépose un limon fertile sur les rives du fleuve qui permettent la culture de céréales et de légumineuses. Le climat de l'Égypte est chaud, mais il l'est moins qu'il ne l'est aujourd'hui. Et il est moins sec aussi. Les longues bandes d'oasis qui bordent le Nil avant d'embrasser le désert hostile suffisent à nourrir tout le pays et plus encore. Tout devrait aller pour le mieux. Mais Amenhotep IV a des ennemis au sein de son propre royaume. À Thèbes, la capitale, il y a de grands complexes religieux. Thèbes correspond aujourd'hui à la ville de Luxor avec ses vastes temples qui se visitent encore. La ville de Thèbes honore tout particulièrement 3 dieux. C'est ce qu'on appelle la triade thébaine. Il s'agit de Amon, Mout et Khonsou. Et le clergé d'Amon est particulièrement puissant, c'est presque un contre-pouvoir. Vous allez comprendre. Les prêtres d'Amon forment une sorte de corporation qui a accès aux dieux, ce qui n'est pas le cas de la population, qui ne pénètre pas dans les temples comme elle le veut. Les prêtres ont pour mission de prendre soin des dieux parce qu'on considère alors que les dieux sont à l'intérieur de leur statue. Les prêtres leur font donc des offrandes au nom du pharaon. Si les dieux sont contentés, l'Égypte se porte bien. Leur fonction religieuse les rend donc très importants dans ce monde polythéiste où le divin est omniprésent. Mais ces prêtres ne s'occupent pas que des dieux. Ils gèrent aussi les boutiques installées autour du temple et possèdent des terres en abondance. Tout cela leur assure une grande richesse. Les prêtres ont les dieux de leur côté et beaucoup d'argent. Voilà ce qui les rend puissants. Leur pouvoir spirituel et matériel. Vous commencez à me voir venir. Tout ce pouvoir, ça leur donne envie de choisir leur pharaon, c'est-à-dire d'avoir une marionnette complaisante qui les laisserait diriger le royaume. Or, Tiye, la mère du pharaon, et le pharaon lui-même ne sont pas du genre à s'en laisser compter. Quand le clergé commence à menacer Amenhotep IV en mettant en doute sa légitimité, le pharaon prend une décision radicale. Il va faire une chose que personne n'avait jamais fait avant lui. Il va changer la religion égyptienne. Vers l'an 6 de son règne, Amenhotep IV a environ 20 ans. Pour s'affranchir de la menace du clergé d'Amon, il décide d'en finir avec lui en ordonnant la destruction de ce dieu. Partout dans l'Empire, il envoie des ouvriers marteler le nom du dieu dans les temples. Il va même faire disparaître les noms de son père qui font référence à Amon. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, cette disparition du nom équivaut à une mort symbolique. Amon est rejeté dans le néant. Ses temples sont fermés et le clergé d'Amon n'est plus rien. Il n'a plus aucun moyen de s'opposer au pharaon. À la place d'Amon et des autres divinités, Aton, le dieu du disque solaire, s'impose comme la divinité principale par la seule volonté du pharaon. C'est pour ça que Amenhotep IV change de nom et devient Akhenaton, celui qui est utile à Aton. Il faut bien que vous compreniez que c'est une révolution religieuse. Certains historiens présentent parfois Akhenaton comme le père du monothéisme. Si vous voulez mon avis, c'est un peu exagéré.
Aton devient le dieu principal, mais il est impossible d'abolir d'un claquement de doigts les croyances polythéistes de tout un peuple. Les Égyptiens continuent à aimer leur propre dieu, même s'ils sont censés révérer Aton en priorité. On est donc bien face à un cas d'énothéisme, une sorte de compromis entre le polythéisme et le monothéisme. Il y a désormais un dieu principal et les autres dieux sont relégués au rang de figurants. Pour bien ancrer cette révolution religieuse, Akhénaton décide de fonder une nouvelle capitale. Une ville neuve, bâtie sur un territoire vierge. Une ville dédiée à son dieu. Akhénaton et Néfertiti arpentent la Moyenne-Égypte pour trouver le site idéal. Ils choisissent le lieu qu'on appelle aujourd'hui Tel El Amarna. Il s'agit d'une vaste plaine agricole de 25 000 hectares entre le Nil et les contreforts des montagnes arabiques. Son espace est circonscrit par des bornes frontières, c'est ce qui est inédit dans l'histoire. Il s'agit de grandes stèles où on peut voir en haut relief le pharaon et Néfertiti. À côté d'eux, un texte en hiéroglyphes raconte l'histoire de la ville dédiée à Aton. À l'époque, cette cité s'appelle d'ailleurs Akhétaton, l'horizon d'Aton. Le pharaon y présente ce dieu comme son père. Lors de la 8e année de son règne, Akhénaton déménage avec sa cour à Akhétaton, sorti de terre en quelques années à peine. Si vous voulez, c'est déjà un endroit comparable à Versailles dans l'idée. C'est une succession de palais et de villas de luxe où résident les hauts fonctionnaires et tout le personnel qui les servent au quotidien. Mais c'est aussi là qu'il y a une innovation majeure. Akhénaton et Néfertiti commencent à être présentés comme des égaux, ce qui est inédit dans l'histoire de l'Égypte. Au nord de la ville, il y a le palais de la reine élaboré autour d'une pièce d'eau centrale. Il est composé de jardins, d'appartements luxueux et même d'une salle du trône. Il se trouve à 700 mètres du palais du pharaon. Et oui, les souverains font palais à part. Mais ils ont une bonne raison de le faire. La route qui sépare leur palais est une sorte de chemin de procession que le couple traverse en char, exactement comme Aton traverse le ciel. Akhétaton devient alors un théâtre où le couple se met en scène en permanence. Ils ne sont plus rois et reines, ils sont eux-mêmes des dieux. Ou plutôt, ensemble, ils deviennent Aton. Et pour le prouver à leur peuple, ils vont lancer une nouvelle révolution. Une révolution iconographique. Vous allez voir. Pour découvrir la suite de ce récit consacré à Néfertiti, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à Néfertiti, la jeune fille de la cour a épousé son cousin Amenhotep IV. Elle est devenue grande épouse royale, mais l'autorité du pharaon est contestée par le puissant clergé d'Amon à Thèbes. En réponse, Amenhotep IV fonde une nouvelle religion centrée sur le dieu Aton et prend le nom d'Akhénaton. Dans leur nouvelle capitale, le couple se présente comme des émanations de leur dieu. Épisode 2. Une icône de beauté pour l'éternité. La tombe thébaine numéro 55 du vizir Ramosé est connue pour être un chef-d'œuvre. Ce haut fonctionnaire a travaillé au plus près d'Akhénaton et de Néfertiti. Dans sa tombe, qu'il a décorée tout au long de sa vie, il rend hommage au couple pharaonique dans un style inédit, le style amarnien. Le style amarnien est le nom que les historiens donnent à la mode picturale de l'époque d'Akhénaton. Sur l'un des murs de la tombe de Ramosé, il y a un bas-relief exceptionnel. On peut voir le dieu Aton représenté sous la forme d'un disque haut dans le ciel. Ses rayons tombent en direction de la terre et se terminent par des mains dont certaines tiennent le hiéroglyphe Anre, la croix de vie. Ce hiéroglyphe, vous le connaissez tous,
C'est celui en forme de croix surmontée d'une boucle. Pour la petite histoire, ce hiéroglyphe représente une sandale vue du dessus. D'autres mains de l'astre caressent Néfertiti et Akhénaton, se présentant au peuple dans une fenêtre d'apparition. C'est comme s'ils se présentaient sur un balcon. Le pharaon et la reine ont la même taille. C'est exceptionnel. Ça veut dire qu'ils sont aussi importants l'un que l'autre. Ils sont égaux. Ça, c'est du jamais vu. Regardons ensemble d'autres représentations du couple. Prenons par exemple la stèle d'Akhénaton et de sa famille conservée au musée de Berlin. Elle est rectangulaire, comme les écrans de nos vieilles télé 4/3. En haut, au centre, il y a le disque solaire Aton avec ses rayons et ses petites mains dont certaines tiennent des croix de vie. À droite, il y a Néfertiti assise sur un très beau trône richement décoré. Elle porte sa grande couronne bleue décorée de l'Uræus, le serpent sacré protecteur. Elle tient sur ses genoux l'une de ses filles représentée comme l'héritière. La petite fille regarde sa mère et pointe du doigt son père assis en face d'elle. Une autre princesse, la dernière née, est perchée sur l'épaule de sa mère et tend le bras pour lui caresser la joue. En face de ce groupe, il y a Akhénaton coiffé de la couronne d'Égypte. Il est assis sur un tabouret moins richement décoré que celui de sa femme. Il tient dans ses bras une autre de ses filles. Il approche son visage du sien pour l'embrasser. À première vue, c'est une scène touchante d'intimité familiale. Sauf qu'on ne grave pas des stèles pour faire des photos de famille dans l'Antiquité. Le message doit être politique. Et ici, l'iconographie est très riche en symboles. Maintenant que vous imaginez bien la scène, on va la décrypter ensemble. Observons d'abord la mise en scène d'une famille au pouvoir. Dans l'Antiquité égyptienne, les dieux fonctionnent généralement en triade, comme Osiris, Isis et Horus. Papa, maman, enfant. Un pharaon qui est comme un dieu doit donc avoir une partenaire au pouvoir. C'est ce qu'on appelle sa parèdre, comme pour les dieux. La parèdre d'Akhénaton est donc Néfertiti, sa grande épouse royale. Ils ont une descendance nombreuse parce que Néfertiti fait son travail. Son rôle est d'exciter son mari pour lui donner des enfants. Bon, pour le moment, il n'y a que des filles, mais on est à une époque où les femmes sont assez puissantes en Égypte. Ce n'est pas un problème pour le pharaon. Par cette image, le pharaon et la reine préparent donc le peuple à accepter leurs filles comme leurs héritières. Ces filles sont plus qu'humaines. Elles ont une dimension divine. Et cette dimension est symbolisée par la forme de leur tête. Elles ont toutes des crânes ovoïdes. Les égyptologues ont d'abord cru qu'on bandait le crâne des bébés pour leur donner cette forme, mais l'étude des momies infirme cette hypothèse. C'est juste une nouvelle convention artistique de l'art amarnien. Les princesses ont une tête ovoïde, et c'est même à ça qu'on les reconnaît au premier coup d'œil, même quand on est un paysan du fin fond de la campagne. Regardons les profils des souverains maintenant. Rapprochez-vous encore. Même front droit dans le prolongement de l'arête nasale, même bouche aux lèvres épanouies, même menton prognate. Alors oui, on pourrait dire que Akhénaton et Néfertiti se ressemblent parce qu'ils sont cousins. Oui, mais là, ils ont exactement la même tête. Ça aussi, c'est un geste politique. Le pharaon et la reine, c'est la même chose, ils sont égaux. L'autorité de l'un équivaut à l'autorité de l'autre. Au lieu de singulariser leurs traits, le couple invente un autre style avec des traits du visage caractéristiques de cette période dite amarnienne. Ils ne sont pas réalistes, ils montrent qu'on a changé d'époque et qu'on a rompu avec le passé. Regardons les corps maintenant. Ils sont un peu mous et surtout, les souverains ont des petits ventres ronds bien marqués par leurs vêtements. En réalité, ils ne sont pas en surpoids. Là encore, c'est une convention de l'art amarnien. Aton fertilise toute vie par ses rayons et le siège de la vie humaine, c'est le ventre et le bassin. Finalement, cette scène représente une théogamie, un mariage, une famille sacrée. Le couple est devenu une émanation d'Aton sur Terre. Il est le centre du monde. Vous commencez à voir que l'art amarnien, c'est tout un programme politique.
Le couple se fait représenter partout dans sa cité. Il y a pléthore de scènes de la vie quotidienne. J'accorde une prime à la mignonitude au bas-relief conservé à Tel el Amarna, où on voit une petite princesse en train de dévorer un canard rôti avec appétit. Mais il y a aussi des scènes plus codifiées que ces scènes de vie quotidienne. Le pharaon se fait représenter en tenant les ennemis de l'Empire par les cheveux et en les frappant avec sa massue. Il détruit ainsi symboliquement les ennemis étrangers qui menaçaient les frontières de l'Égypte. Ça, c'est classique. Ce qui l'est moins, c'est que Néfertiti fait la même chose. On en trouve un exemple dans un relief découvert à Hermopolis, où, coiffée de sa couronne bleue, la grande épouse royale écrase ses ennemis à bord de son bateau personnel. On voit bien que Néfertiti et Akhénaton forment ensemble la dimension androgyne du dieu Aton, démiurge qui donne seul la vie. Bon, comme vous pouvez le constater, la religion d'Aton est très conceptuelle pour ne pas dire abstraite. On est très loin des dieux humains à tête d'animaux qui vivent 1000 aventures, des amours, des trahisons, des voyages. Là, il suffit de prier librement le soleil, sans intermédiaire, et de reconnaître la nature divine des souverains. Le peuple n'y comprend rien et ne s'y retrouve pas. C'est beaucoup trop élitiste tout ça. Ça plaît à la cour, mais pas au peuple, quoique, même à la cour, on commence à avoir des doutes. Depuis qu'elle est installée à Akhénaton, Néfertiti a eu d'autres enfants, probablement des filles. Elle a peut-être aussi eu un fils, à moins qu'il ne soit celui de Kiya, la seconde épouse. Il s'appelle Toutankhaton. Lui, vous le connaissez bien, vous allez voir. Le problème, c'est qu'Aton, ce dieu des plaisirs du quotidien et de la vie d'esthète, n'est pas capable de protéger les enfants de Néfertiti. Vers l'an 14 du règne, une épidémie frappe Akhénaton. Les textes anciens parlent de peste, mais à l'époque, on appelle peste toutes les pandémies. On sait aujourd'hui que ce n'est pas le bacille de la peste, Yersinia pestis, qui n'existe pas encore, c'est une autre maladie mortelle indéterminée. 3 des petites princesses et Tiyi, la mère d'Akhénaton, meurent dans un laps de temps très court. Les princesses sont inhumées dans un hypogée, des appartements souterrains dans les montagnes d'Akhénaton. Le pharaon a inauguré une nouvelle nécropole parce qu'il a voulu rompre avec la vallée des rois située près de Thèbes, la capitale historique et religieuse qu'il a quittée. Sur les murs de cet hypogée princier, on peut voir Néfertiti pleurant devant le lit mortuaire d'une de ses filles. Elle se frappe le front en signe de deuil. Ces représentations de tristesse royale sont rarissimes. Cette peste mortelle ne touche pas que les princesses. Les archéologues ont remarqué que le taux de mortalité était anormalement élevé, surtout chez les jeunes. Dans l'esprit des habitants de la cour, c'est le signe de la vengeance des dieux oubliés, et Aton n'est pas assez puissant pour les protéger. Le rêve amarnien semble s'évanouir, le disque solaire est en train de se coucher. Il semblerait que Néfertiti meure vers l'âge de 30 ans en l'an 16 ou 17 du règne. Akhénaton la suit rapidement dans l'au-delà. Les causes de leur décès ne sont pas connues avec certitude. Il s'ensuit une période d'instabilité politique. Il semblerait que 2 des princesses règnent brièvement en tant que pharaon et pas en tant que reine, ça va de soi. Leur règne couvre une période de 3 à 5 ans. Après leur disparition, le dernier enfant d'Akhénaton prend la couronne d'Égypte. Toutankhaton est encore un enfant et un jeune adolescent. Il est probable que ce soit son grand-père Haï qui gouverne pour lui. Et ce grand-père veut en finir avec la parenthèse amarnienne. Akhénaton est abandonné et le culte d'Amon est restauré. C'est dans ce contexte que Toutankhaton devient Toutankhamon. Et oui, je vous avais dit que vous le connaissiez ce pharaon. Pour en finir avec l'hérésie de son père, Toutankhamon fait rapatrier les momies royales d'Amarna vers la vallée des rois près de Thèbes. La momie d'Akhénaton est déposée dans la tombe nommée plus tard par les archéologues KV 55, c'est-à-dire la tombe 55 de la vallée des rois. Là, on va faire un grand bond dans le temps. Nous voilà dans la vallée des rois en mars 1898.
Victor Loret, un égyptologue français, fouille la tombe KV35, celle d'Aménophis II, un ancêtre d'Akhénaton. Dans une cachette, une petite salle basse, il trouve plusieurs momies. Il y a notamment celle d'une femme avec une sublime chevelure noire bouclée qu'on appelle Elder Lady, la femme plus âgée. On pense que cette momie serait celle de la reine Tiye. Et il y a aussi celle d'une femme plus jeune, surnommée Younger Lady. Elle a le crâne rasé. Une partie de sa mâchoire est arrachée, mais on devine encore la délicatesse de ses traits. L'ADN de ces deux femmes a été comparé avec celui de Toutankhamon découvert par l'archéologue Howard Carter en 1922 dans la Vallée des Rois. Eh bien, les analyses réalisées en 2010 démontrent que Younger Lady est la mère de Toutankhamon. Et elle est probablement aussi la sœur d'Akhénaton. Mais elle pourrait aussi être sa cousine. Dans tous les cas, c'est une parente très proche. Il est bien évident que tout ce petit monde est de la même famille. Younger Lady est peut-être la momie de Néfertiti, mais elle pourrait aussi être celle de Kiya, la deuxième épouse et la sœur d'Akhénaton. Hélas, comme le souligne l'égyptologue Florence Quentin, l'ADN de Younger Lady ne nous révélera jamais son nom. En l'absence de certitude, on peut continuer à rêver. De toute façon, le vrai visage de Néfertiti, c'est celui que va découvrir l'archéologue allemand Ludwig Borchardt. Cette fois, je vous emmène en 1912. Ludwig Borchardt est en train de fouiller l'atelier du sculpteur Thoutmôsis à Amarna, l'ancien Akhénaton. D'un coup, ce buste en calcaire stuqué émerge des sables et du néant. Il mesure 47 cm. Il représente le visage de Néfertiti coiffé de sa couronne bleue. Un grand collier pectoral orne la base de son long cou de cygne. Elle semble avoir été achevée hier. Sa peau est bistrée, ses lèvres sont rouges, ses yeux ourlés de colle noire. Pas de doute, c'est Néfertiti. On a tellement de représentations d'elle. Mais là, son visage a des proportions mathématiquement parfaites. C'est à la fois ressemblant et terriblement idéalisé. En un mot, c'est une image troublante de la reine. Elle est si belle, si vibrante de couleurs, que beaucoup de chroniqueurs à l'époque diront qu'il s'agit d'un faux fait par Borchardt avec des pigments antiques. La particularité de ce buste est d'avoir l'œil droit incrusté de pattes de verre et de cristal. Ça le fait briller comme un œil véritable. L'autre œil est vide, comme inachevé. Les archéologues pensent que ce buste était un modèle envoyé dans les différents ateliers du royaume pour le reproduire à l'identique et diffuser l'image standardisée de la reine Néfertiti. Cette hypothèse est à mon sens la plus crédible. Aujourd'hui, ce buste de Néfertiti est au musée de Berlin. Amené en Allemagne par Borchardt, il est exposé dès 1924, d'où l'enchantement d'Hitler face à lui en 1933. Caché pendant la Seconde Guerre mondiale pour ne pas être volé, il retrouve les musées berlinois en 1956. Depuis les années 1970, il est devenu l'un des objets identitaires de l'Allemagne selon l'égyptologue Florence Quentin. Mais il appartient aussi à la culture populaire. Il a inspiré bien des artistes et des créateurs de mode comme la maison Chanel. Il a aussi inspiré le clip de Michael Jackson avec la mannequin Iman en Néfertiti. Rihanna a aussi fait la une de Vogue Arabia avec la coiffe de Néfertiti. Ce buste est la preuve que la perfection d'un visage parfaitement équilibré est indémodable. Néfertiti, reine amarnienne, est devenue une icône immortelle. C'est la fin de ce récit consacré à Néfertiti. Merci de l'avoir écouté. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio et c'est aussi un travail d'équipe. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Clément Ibrahim. À la direction artistique, Julien Tarot et Adèle Imbert. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Kelly Decroix et Romain Vintillas. Et moi,
l'auteur de ce récit, je vous donne rendez-vous très vite sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt!